pouvons, comme le veut la formule, reprendre nos travaux. Il s'agit de la table ronde à dominante historique, qui est une tradition de la maison, une spécialité régionale de ces rencontres depuis la première. Généralement, cette table ronde a lieu plutôt en début de session, mais je crois que c'est assez justifié de l'avoir mise ici au centre, à peu près à égale distance du début et de la fin. On y reviendra parce que je pense qu'elle pose des problèmes de fond, comme souvent, par-delà l'apparence de l'anecdote, mais nous pourrons nous payer le luxe de quelques jolies anecdotes pendant 1h30. Ce sont des questions capitales touchant au fonctionnement de la société, tout simplement, et au sens qu'on donne aux rapports entre êtres humains qui sont posés par les pratiques alimentaires, au sens le plus général. À cette occasion, je sais que je ne suis pas le premier depuis hier matin, ça a encore été, je crois, le cas tout à l'heure, dans les réunions de 8 heures. Je voudrais quand même dire 2 mots en tant qu'historien sur ce qui s'est passé il y a 8 jours. Personnellement, vous pouvez peut-être imaginer que au long de mes cours et séminaires en Sorbonne, depuis le début de la semaine, je le fais avec les étudiants. Et parfois, ça a remplacé le cours. Bon. Donc, c'est pas ce qui va avoir lieu là maintenant. Vous aurez la table ronde. Mais je voudrais dire qu'en tant qu'historien, je parle sous le contrôle de mes collègues, je confirme l'importance historique de ce qui s'est passé il y a 8 jours, de ce qui s'était passé en janvier aussi, d'où l'intérêt de la comparaison entre janvier et novembre. Tout le monde d'ailleurs spontanément l'a fait. Je trouve que d'ailleurs l'intelligence du propos a été immédiate sur quantité de terrain, en particulier tout ce qui rapproche ce qui s'est passé la semaine dernière de ce qui s'est passé en janvier et tout ce qui distingue. Bon, c'est pas de ça qu'il s'agit de parler. Ce dont on pourrait une fois de plus dire 2 mots, mais je sais que ça a été déjà dit, donc je me contenterai effectivement d'une phrase. Quand on lit les communiqués de Daesh, pour être très clair, on voit bien que l'enjeu culturel, voire l'enjeu de civilisation, concerne nos pratiques ici, aussi bien dans le domaine des cuisines au sens large que de la théorie, de l'analyse, de la sociologie, de l'histoire, etc., des pratiques alimentaires, puisque dans le communiqué officiel de Daesh, reconnu officiel comme dans quelques autres textes, il a été clairement dit qu'on s'attaquait à la perversion, et aussi la version perversité de ces lieux de débauche que sont, alors traduisons, les cafés, les restaurants, les salles de spectacle, etc. Donc, le fameux débat qui peut paraître un peu rhétorique, une sorte de ritournelle sur, par exemple, puritanisme versus hédonisme, je suis désolé, là, ça prend une tournure tellement caricaturale, d'ailleurs, que c'en est impressionnant, même pour des historiens comme moi ou comme Claude Fischler, pour ce qui est de la sociologie, puisque Claude et moi, souvent, nous sommes duettistes sur ces questions du rapport des sociétés au puritanisme, et voire l'hygiénisme. Mais là, voilà, lire ce communiqué, c'était une telle confirmation de ce qu'il y a quand même une vraie question de société, une vraie question de civilisation qui est posée par le rapport au plaisir, appelons-le comme ça, qu'on ne pouvait pas ne pas le signaler. Bon, voilà, fin du commentaire. Je passe à la table ronde, qui, vous l'aurez compris, vous avez lu et l'intitulé et la glose qui accompagnait l'intitulé, va porter sur l'évolution historique, c'est-à-dire principalement temporelle dans un premier temps, mais ensuite il s'agira d'interpréter ces changements. Parce qu'au fond, dire oui, on sert comme ça à une certaine époque, et puis on sert d'une façon différente à une autre époque, bon, ce n'est que la moitié, peut-être un quart de l'information, parce que le reste, c'est pourquoi ça change. Pourquoi ça ne serait pas toujours le même type de service pendant des millénaires, hein, voilà. Donc, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et ensuite, pourquoi ça bouge? Bon. Donc, ça sera sans doute l'enjeu de cette table ronde. Et pour cela, bon, on va adopter, je le dis clairement, un plan assez simple, peut-être élémentaire, qui pourrait agacer parfois, mais qui sera le plan, grosso modo, chronologique. Nous commencerons au Moyen-Âge. Nous pourrions commencer plus tôt, hein, la préhistoire, l'Antiquité. Bon, commençons avec le Moyen-Âge, avec Bruno Loriot, professeur d'histoire médiévale à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est un des piliers de la réflexion scientifique. Il est d'ailleurs président du conseil scientifique de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Et Bruno Loriot, effectivement, est professeur à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est possible, d'ailleurs, qu'il se rapproche un peu plus de notre région dans quelques temps. Ce sera lui le premier intervenant. Je pense que tous les intervenants auront à cœur de ne pas dépasser au grand maximum une dizaine de minutes. Enfin, ça veut dire que nous aurons quand même un développement de près d'1 heure sur ça, mais je crois que c'était nécessaire. Patrick Rambourg,
que vous connaissez aussi, je pense, pour la plupart, voire tous, Patrick Rambourg, qui a la double expertise d'une expérience des cuisines et d'un travail maintenant déjà très ambitieux, très abondant, d'histoire des pratiques alimentaires. Et d'ailleurs, Patrick Rambourg peut peut-être nous préciser sur quoi il travaille actuellement. Je crois que c'est en particulier un ouvrage sur Paris. Oui, actuellement, je suis en train de travailler donc sur un ouvrage sur Paris, sur comment en fait la capitale est devenue une capitale gastronomique, puisqu'on a tendance à dire que quand on parle d'une ville gastronomique en France, on pense toujours à Lyon, mais on oublie en fait que la gastronomie française et la cuisine française s'est essentiellement construite historiquement sur Paris et dans la région parisienne. Voilà. Merci. Et je passerai ensuite la parole à Kilian Stangel. Alors là, vous connaissez absolument tous Kilian Stangel, puisque sans lui, les rencontres François Rabelais, au fond, ne fonctionneraient pas. Oui. Ah, mais les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, ça c'est vrai. Enfin, Kilian est toujours vivant. Mais Kilian est aussi un chercheur, c'est aussi un historien, avec, comme Patrick, peut-être encore plus que Patrick, d'une certaine façon, une expérience du côté des cuisines, entre autres. Est-ce que Kilian, d'ailleurs, a une actualité de publication parce que les publications de Kilian sont considérables, mais votre actualité, Kilian? Chez Honoré Champion, il y a un dictionnaire sur les différentes définitions et représentations du bien manger. Et ensuite, nous arriverons vers des expertises qui peuvent être historiennes quelque part, mais qui sont d'abord des expertises de gens qui sont sur le terrain, alors soit en tant que convive, soit en tant que... Alors faut-il directeur de salle? On verra. Une formulation tout à l'heure. Et Nicolas Drabaudy, qu'on ne présente pas, grand nom du journalisme en général, du journalisme gastronomique en particulier, entre autres de la critique gastronomique, mais pas que. À l'heure actuelle, titulaire d'ailleurs de la chronique gastronomique d'un média stratégique qui est Slate.fr, ce qui prouve que Nicolas Drabaudy aura traversé l'évolution des médias, puisqu'il est en plein dans l'actualité numérique. Peut-être une actualité, Nicolas Drabaudy, vous avez un ouvrage en préparation? Alors, moi j'ai collaboré à un livre sur le vin avec le chef sommelier de l'hôtel Georges V. Il s'appelle Éric Baumard, le meilleur sommelier du monde et vice-meilleur sommelier du monde, et qui est depuis 15 ans au Georges V, qui détient la plus belle cave de France. On vend au Georges V 50 000 bouteilles par an, uniquement dans l'hôtel, et tout ça, les vins sont achetés, présentés et vendus par un garçon de très grande valeur, qui est un breton, donc qui s'appelle Éric Baumard. Bon, si c'est un breton, c'est forcément quelqu'un de très grande valeur. Oui, Théophile Pouria, bon, écoutez, vous êtes l'un des piliers de Septime. Peut-être préciser votre fonction à Septime, parce que on a pu écrire ici et là directeur de salle, mais c'est peut-être pas tout à fait. C'est mon quotidien, c'est ce que je fais tous les jours. Et j'ai donc fondé, je suis associé avec Bertrand Grébeau qui est en cuisine, et on a fondé le restaurant en 2011 tous les deux. Voilà. Donc vous voyez la logique des prises de parole. Comme je l'ai dit, on va commencer tout seigneur, tout honneur par le médiéviste, Bruno Loriot, qui a certainement aussi une actualité d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Allons-y. Donc, d'abord, je voudrais te remercier aussi Kilian de m'avoir invité. Donc, c'est la première fois que je participe effectivement aux rencontres François Rabelais, et j'en suis très honoré et très heureux pour quelqu'un qui est né comme moi, pas très loin de Chinon, évidemment. Les rencontres François Rabelais, c'est important. On commence par le médiéviste. Effectivement, c'est l'ordre chronologique. Ça ne veut pas dire nécessairement que je m'intéresse qu'au Moyen-Âge et mon actualité, puisque ça, la planche m'a été procurée. C'est en fait un livre que je viens de sortir en co-direction avec Catherine Esnouf et Jean Fioramonti, qui s'appelle L'alimentation à découvert, qui est à CNRS Éditions et qui est une sorte de bilan de tout ce que l'on sait aujourd'hui sur l'alimentation de tous les points de vue, du point de vue à la fois de l'historien, du sociologue, de l'anthropologue, mais aussi du spécialiste des sciences médicales, du spécialiste des sciences environnementales. Il y a plus de 150 auteurs. Voilà. Donc, CNRS Éditions, l'alimentation à découvert. Au fond, commencer par le Moyen-Âge, c'est peut-être logique chronologiquement, mais au fond, on peut se poser la question parce que le Moyen-Âge, c'est d'une certaine manière
un monde que nous avons perdu, c'est-à-dire qui nous est par certains côtés radicalement étranger, mais en même temps auquel peut-être nous devons beaucoup, dans le domaine alimentaire comme dans d'autres domaines. La question de l'ordre des mets a beaucoup focalisé les historiens, l'ordre des mets à l'intérieur des repas, et l'ordre des mets, c'est le titre d'un livre bien connu, mais malheureusement inachevé, du regretté Jean-Louis Flandrin. Pour le Moyen-Âge, la réponse à cette question de l'ordre des mets se heurte cependant à des obstacles redoutables. Alors, le principe de l'historien, surtout de l'historien médiéviste, c'est de dire qu'il ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'il n'a pas les documents nécessaires. Mais c'est particulièrement vrai, il faut le dire, quand même, sur le Moyen-Âge et sur cette question, parce que les documents sont très peu nombreux, souvent peu explicites. Les plus utiles sont des menus. Il existe des menus médiévaux qui sont souvent enquistés dans des récits, par exemple dans des chroniques. Dans la quasi-totalité des cas, ces documents renseignent sur des classes dominantes. Nous n'avons à peu près aucune idée sérieuse du déroulement d'un repas paysan, en dehors évidemment des clichés véhiculés par les élites. Mais en fait, la notion même de repas pose difficulté. Et d'ailleurs, le mot n'existe pas alors pour désigner une catégorie générale. Il vaudrait mieux, à mon sens, à la suite des sociologues et des anthropologues, parler de prises alimentaires. Des prises alimentaires susceptibles, selon les circonstances et les besoins, de se décliner en casse-croûte. Par exemple, il y a le petit déjeuner, moins universel qu'aujourd'hui, les collations froides de fête, ou ce qu'on appelle le boire du soir, donc juste avant de s'endormir, ou alors en repas articulé, le dîner, qui au Moyen-Âge est le repas du milieu de la journée, le souper et le banquet aussi, type de repas tout à fait particulier. Ces repas sont assez faciles à repérer. Au fond, ils sont bornés par deux opérations qui sont des opérations de lavage des mains, une avant et une après. Bien. Certaines caractéristiques de la convivialité médiévale ne sont pas sans incidence sur la structuration des repas, qui est le sujet que nous abordons aujourd'hui. Recevoir, au Moyen-Âge, c'est non seulement une obligation sociale ou politique, mais c'est une obligation religieuse. L'hospitalité fait partie des vertus chrétiennes, et cette hospitalité l'oblige à satisfaire l'invité. D'autre part, servir un repas abondant, varié et délicieux, c'est un signe de puissance. Ça impose la compétition, l'ostentation, le don et le contre-don, qui sont des notions familières aux historiens et aux spécialistes des sciences sociales. Dans la mesure où le maître se doit d'être nourricier pour ses dépendants et ses obligés, le repas, même relevé, et ça c'est une caractéristique du Moyen-Âge, fait coexister volontiers des catégories sociales différentes. Alors, c'est pas toute la société, mais c'est des catégories sociales différentes. Les modalités du service sont précisément l'un des moyens de manifester les distinctions nécessaires entre les participants à ces repas pluriels. Donc, par exemple, le fait que le plat est couvert. C'est d'autant plus un enjeu que les cuisines sont souvent éloignées des lieux où l'on mange au Moyen-Âge. L'isolement du prince, du maître ou de l'invité par rapport aux autres convives est aussi un signe de distinction. On connaît l'exemple classique de Charles le Téméraire qui mange seul lors de son repas de noces, seul, mais entouré de toute une série de serviteurs et de spectateurs. Donc, c'est une solitude, on va dire, relative. Et puis, également, un autre élément, c'est la proximité des meilleurs plats grâce à ce qu'on appelle le service à la française. Alors, j'ai l'impression qu'on reviendra à plusieurs reprises sur ça parce que c'est un terme qui a été forgé par les historiens, en fait, service à la française, et qui peut désigner des choses assez différentes. Pour le Moyen-Âge, dans les repas d'un certain niveau, c'est relativement simple. Ça veut dire qu'il y a plusieurs services et que dans chacun de ces services, vous avez plusieurs plats, un grand nombre de plats même certaines fois. Donc la question n'est pas évidemment de consommer tous les plats d'un même service. Et donc se pose la question évidemment de l'accessibilité aux différents plats. Au Moyen-Âge, il semble y avoir eu une disposition spatiale qui est plus ou moins liée donc à la hiérarchie sociale et qui fait que le maître avait accès à certains plats et puis au contraire ceux qui étaient au bas bout de la table, donc les moins prestigieux,
ils n'avaient pas accès aux mêmes plats, des plats moins relevés, disons. Bon, on reviendra sans doute là-dessus. Une autre contrainte spécifique du repas médiéval, qui va durer assez longtemps, c'est le partage. Le partage du tailloir et du tranchoir, c'est-à-dire cette tranche de pain qui sert au fond d'assiette rudimentaire, le partage des gobelets, le partage qu'impose la rareté des couverts de table, des couverts personnels et même des couverts en général. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de fourchette, sauf en Italie pour manger des pâtes, et sauf dans les milieux princiers pour manger, par exemple, des poires au vin à la fin du repas. Mais sinon, on n'a pas de fourchette. Donc la colonne vertébrale, et donc, soit dit en passant, c'est au Moyen-Âge que se mettent en place les premiers manuels de manière de table, qui sont précisément destinés à répondre à ces problèmes de promiscuité, et qui nous ont laissé un certain nombre de prescriptions qui, au fond, se comprennent parfaitement quand on les rétablit dans le cadre de ce type de repas partagé qui est celui du Moyen-Âge. La colonne vertébrale du repas français, mais c'est différent pour l'Italie, c'est différent pour l'Angleterre, c'est différent pour l'Espagne et l'Allemagne. On ne va pas rentrer dans les détails, on pourra répondre aux questions tout à l'heure. La colonne vertébrale du repas français au Moyen-Âge, c'est une succession de services, entrée, potage, rôti, entremets, dessert. C'est une structure qui a été très forte et qui a eu une influence de longue durée, même une fois que le service à la française aura disparu. La terminologie, ici, élaborée au Moyen-Âge, a continué à se perpétuer. Donc, en Europe, ailleurs en Europe, ça peut être différent. Il peut y avoir d'autres manières de faire. En Allemagne, par exemple, on a souvent une succession de plats froids puis de plats chauds, qu'on trouve d'ailleurs aussi souvent en Italie. L'Italie, l'influence italienne, c'est une grande question. Je ne sais pas si on va l'aborder. Cette question de l'influence italienne, c'est l'influence d'un modèle effectivement de structuration du repas où vous pouvez avoir un service de plats froids extrêmement développé, par exemple autour de salades. Et ça, à partir du XVe siècle, ça commence à avoir une influence sur le repas français, tout en s'intégrant dans la structure du service à la française. Donc il y a des évolutions qui commencent assez tôt, des évolutions lentes, qui vont dans le sens d'une individualisation des couverts, progressivement, et en même temps d'une véritable ritualisation du service. Alors le service à table, tel qu'on le voit fonctionner à la fin du Moyen-Âge, dans une cour comme par exemple la cour de Bourgogne, où c'est extrêmement bien décrit par des traités spécifiques, est un service extrêmement ritualisé. Pourquoi ? Parce que le problème clé, c'est la crainte des empoisonnements. L'empoisonnement, effectivement, est un des modes classiques de règlement des conflits politiques. Donc, c'est parfaitement repéré, il y a des traités spécialisés, et ce service extrêmement fragmenté, où chacun se surveille l'un l'autre, est un moyen, effectivement, de répondre à cette crainte des empoisonnements. Je termine par une dernière évolution, qui est le fait que, progressivement, dans le repas, de plus en plus, une séquence sucrée, on va dire, souvent à base de sucre, mais pas uniquement, se différencie d'une séquence salée, ce qui n'était pas du tout le cas donc, au Moyen-Âge, ce qui n'est pas complètement le cas à la Renaissance, mais qui le devient, disons, à partir du milieu du XVIIe siècle. C'est là que se situe le tournant. Merci Bruno, merci déjà d'avoir respecté le temps qui nous est imparti et d'avoir aussi ouvert des pistes que vos successeurs vont certainement emprunter en tout ou en partie. J'en recense quelques-unes seulement. Le piège des mots, ça, je crois qu'en tant qu'historien, plus généralement dans les sciences sociales, c'est très important. Nous utilisons des mots de 2015 et nous avons beaucoup de mal à imaginer qu'en fait, ils ne pouvaient n'avoir aucun sens, d'abord ne pas exister, et quand les mots n'existent pas, est-ce que la chose existe vraiment ? Ça, c'est la vieille querelle nominaliste. Mais on pourrait, en tous les cas, dire que si le mot n'existe pas, méfiance, quoi. Donc, des mots aussi simples que repas, bon, on pourrait évoquer l'invention de la salle à manger vers le XVIIIe siècle. L'idée qu'il y ait une salle à manger, ça ne va pas de soi, etc.
Il y a donc effectivement un vocabulaire dont il faut avoir conscience. Ça, c'est clair, on pourra le revérifier. La notion de service à la française qui est reconstituée a posteriori par les historiens. Le lien avec la structure sociale, ça on y reviendra, hein, le fait que des hiérarchies sociales s'expriment. Et à ce propos, soyons clairs, parce qu'on a pu le sentir d'ailleurs hier parfois dans certaines tables rondes, nous hésiterons parfois entre des références qui seront d'abord des références au repas des élites, soyons très clairs, parce que la documentation pendant très longtemps ne parle que de ça, et ce que l'on peut essayer de grappiller concernant l'ordonnance de la prise alimentaire, y compris dans les classes populaires, où il y aurait beaucoup de choses à dire si on avait les documents. Alors, plus on s'avancera vers le 20e, 21e siècle, plus on aura quand même de documents, mais méfions-nous de ça. Et puis peut-être une dernière remarque, on voit bien que autour de l'enjeu du repas, on ne va pas dire forcément la table, parce qu'un repas n'est pas forcément pris à table, il faut quand même le rappeler. Et d'ailleurs un repas, bon, qu'est-ce que c'est par rapport à la prise alimentaire en général, mais les enjeux, disons, du repas sont des enjeux à caractère, c'est certain, économiques et sociaux. Par exemple, le problème de la domesticité, qu'en est-il du service et de la société domestique de l'époque, sont des enjeux culturels, on a parlé de l'hospitalité chrétienne, etc. Et ce sont des enjeux politiques. Parce que la puissance, la maîtrise, ça c'est important. Je ne pense pas que Patrick Rambourg me démente. Non, pas du tout. Merci Pascal, merci Bruno pour cet exposé sur la partie fin du Moyen-Âge. Et alors, pour rebondir donc sur ce qu'a dit Bruno Loriot, on a une forme de continuité pour les siècles qui suivent, une forme de continuité donc au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la Renaissance et puis les deux autres siècles, les siècles modernes, une continuité dans le sens où la table des élites sert les mets toujours à la française. Alors, si le mot n'était peut-être pas vraiment utilisé au Moyen-Âge et pas non plus vraiment à la Renaissance, on voit que ce service va s'affirmer au fil du temps. Il va devenir de plus en plus complexe. Il va devenir un véritable, rituel de la grande table à la cour, chez les princes, mais aussi progressivement dans la bourgeoisie. Ce que l'on voit en fait, c'est qu'il y a progressivement un voyage de ce service qui était un service aristocratique, un service de la noblesse, vers une élite bourgeoise, donc qui va se déplacer progressivement à la maison. Alors, qu'est-ce que ce service à la française? Bruno en a déjà donné les grands principes. C'est apporter un ensemble de plats en même temps sur la table. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est un service de professionnel. C'est un service qui est conçu dans un espace public, pour un repas public. Donc, on a des serviteurs qui sont spécialisés. Et celui qui gère cet ordonnancement des plats et des mets dans une grande maison, c'est le maître d'hôtel. Alors, on a des documents pour cela. On a des menus, mais des menus dans le sens où on les conçoit aujourd'hui, qui sont totalement différents. C'est-à-dire que le menu du XVIIe siècle ou le menu du XVIIIe siècle, à part ceux de Choisy, sont d'abord des menus de travail. C'est-à-dire que ce sont des objets, oui, je pense qu'on peut parler d'un objet, qui permet aux maîtres d'hôtel, aux officiers de bouche, de penser, de réfléchir la manière dont les plats seront disposés sur la table. Voilà, quand on dit service à la française, on dit un ensemble de plats sur la table et une série de services ou de séquences, parce qu'il y a la complexité, c'est vrai avec les mots. On utilise le mot service pour dire plusieurs choses, et des fois on est coincé, on dit service à la française, et après on dit ça se décline en plusieurs services. Donc parfois je préfère utiliser le mot séquence. Donc il y a plusieurs séquences composées de plusieurs plats. Mais on n'apporte pas les plats comme ça au hasard sur la table. Il y a une vraie réflexion sur la manière dont les plats sont déposés. Alors généralement, on va le voir progressivement, c'est qu'il y a un plat central, une sorte de ce qu'on appelle un surtout ou un dormant. Donc un objet de décoration. Pourquoi dormant? Pourquoi surtout? Parce que ça reste là, du début jusqu'à la fin. Et puis ensuite, on a la disposition des plats. Alors on suit l'ordonnancement du menu comme l'a montré Bruno, c'est-à-dire qu'on a donc le potage, les entrées, le rôt, etc. Ça sera là pendant très très longtemps et ça va donner la base du service que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, on a des plats disposés sur la table et on va réfléchir à la forme du plat, on va réfléchir à la couleur du plat,
On va faire en sorte de ne pas mettre deux plats de la même couleur côte à côte. On va faire en sorte de ne pas mettre deux viandes semblables côte à côte. S'il y a une volaille, on mettra une pièce rôtie pas très loin. S'il y a une volaille à gauche, on mettra une volaille à droite pour qu'il y ait une forme de symétrie. Donc tout ça, c'est vraiment un jeu artistique qui est là, bien pensé, bien réel, que l'on retrouve dans les sources. Et ça va même très loin, parce que dans les ouvrages des officiers de bouche, alors souvent des cuisiniers, mais certains personnages, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient, même si on peut deviner, comme LSR au XVIIe siècle, voire Menon. Menon a écrit beaucoup de livres sur la cuisine au XVIIIe siècle, mais tout compte fait, on ne sait pas trop si c'était un cuisinier ou un maître d'hôtel. Mais on a aussi des plans dans ces ouvrages, des plans qui nous montrent vraiment la disposition des plats et aussi des plans avec une numérotation. Parce que ce n'est pas le tout de réfléchir à la manière dont on va disposer les mets sur la table, il faut aussi qu'au moment de la pratique, au moment où on va servir les plats, on puisse s'y retrouver. Parce que si on a un plan dessiné où on a une liste de plats constituant l'ordonnancement des plats, il faut savoir à quel endroit on va poser ce plat. Donc on a vraiment une vraie réflexion, une réflexion de professionnels. C'est cela que l'on voit dans l'ordonnancement des repas au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors ce service à la française qui va s'imposer dans toute l'Europe à ce moment-là, qui va devenir un modèle en même temps que la cuisine française devient un modèle, va d'une certaine façon muter, progresser progressivement. Derrière sa complexité, on voit des évolutions. Alors, une évolution qui me paraît importante, et Jean-Luc Fandrin l'avait bien remarqué aussi, c'est important parce que le mot reste encore aujourd'hui, c'est le hors-d'œuvre. Hors-d'œuvre, on se dit, mais pourquoi nos entrées, nous, aujourd'hui, alors d'ailleurs, on confond hors-d'œuvre, entrée, et pour nous, la plupart d'entre nous, pour nous, c'est la même chose. Hors-d'œuvre, entrée. Pourquoi à un moment donné, on parle de hors-d'œuvre? Qu'est-ce que ça veut dire, un hors-d'œuvre? C'est un mot qui apparaît dans le courant du XVIIe siècle, du moins quand on regarde les textes. Et pourquoi hors d'œuvre? Parce que c'est hors de l'œuvre. Mais c'est quoi l'œuvre? L'œuvre, c'est l'ensemble des plats qui sont disposés sur la table. L'œuvre artistique, l'œuvre culinaire. Et donc, ces hors d'œuvre étaient des petites assiettes, des petites préparations qui donnaient une liberté au chef, mais aussi une liberté au maître d'hôtel, de pouvoir apporter un supplément de nourriture, de cuisine, ou pouvoir peut-être réutiliser quelques mets ou quelques denrées qui n'auraient peut-être pas pu être employées dans tel ou tel repas. Et ce hors-d'œuvre, qui dans un premier temps est facultatif, va s'imposer dans le courant du XVIIIe siècle, et surtout, il va devenir un pilier de notre repas, au moment où on va commencer à réfléchir à la mise en place d'un nouveau service. Parce que le service à la française, progressivement, ne sera plus adapté à l'évolution de la société. Une société qui va de plus en plus vite, une société qui s'industrialise, on peut déjà commencer peut-être à utiliser ce mot dans le courant du XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe siècle, et puis on voit arriver une autre manière de servir les plats que l'on va nommer à la russe. Alors pourquoi la russe? Là je dis franchement, je ne sais pas trop, je ne suis pas d'accord avec ce que l'on dit généralement, on fait référence à un personnage, on fait référence à un ambassadeur, rien n'est prouvé, rien n'est certain. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est à une époque où la France et la Russie avaient une collaboration assez spécifique et assez particulière. Le service à la russe, il se construit dans un premier temps sur une critique du service à la française. La grande critique du service à la française, c'est que si vous mettez un ensemble de plats en même temps sur la table, on doit attendre, en fait, on doit attendre que tous les plats soient sur la table avant de consommer. Or, plat froid, ça pose pas de problème. Et des plats chauds, ça pose des problèmes. Ça veut dire que la demande des convives est de plus en plus, on veut manger une cuisine chaude. Alors, on se pose la question, mais est-ce que vraiment dans le passé, on mangeait vraiment des plats chauds? C'est peut-être là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, par exemple, pour le Moyen-Âge, on ne sait pas trop non plus pour le XVIe ou XVIIe siècle. Et donc, cette complexité du service à la française va va de plus en plus poser problème par rapport à la modernisation et à l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on n'a plus assez de temps pour rester plusieurs heures à table. Le monde de la cuisine évolue. La cuisine évolue. Au XVIIIe siècle, on parle de cette nouvelle cuisine, cuisine légère, cuisine à la mode, pour une élite qui ne veut plus passer trop de temps à table. Et la grande différence, c'est qu'on va apporter les plats les uns après les autres. Donc, plus un ensemble de plats sur la table. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, comme on l'a trop souvent dit.
C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer que dans les années 1810, d'un seul coup, on abandonne le service à la française pour mettre un service à la russe. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il a fallu beaucoup de temps, il a fallu des décennies pour que ce nouveau service s'installe. Et encore, il a fallu aussi qu'on invente un service mixte, à la fois à la française et à la fois à la russe. Pourquoi? Parce que ce nouveau service à la russe faisait peur aux cuisiniers, parce que les cuisiniers avaient conçu durant des siècles leur art de la cuisine au travers des plats qui étaient disposés sur la table. La pratique culinaire, mais la cuisine en tant qu'art, c'était le service à la française. Alors là, on passe de service posé sur la table à un service que l'on présente. Donc, c'est totalement différent. Donc, du coup, c'est un travail différent qui se fait dans le monde de la cuisine et les cuisiniers ont un autre regard sur le sujet. Donc, un vrai débat entre les grands chefs de l'époque, Urbain Dubois, Jules Bouffet, etc., etc. Donc, on voit bien cette évolution qui va prendre en gros tout le 19e siècle. Ça correspond à une simplification des manières de cuisiner, à une simplification de la manière d'aborder l'art de la cuisine et l'art de la table, mais une simplification qui se fait toujours dans une forme de complexité. Quand on parle de simplification en cuisine, ça ne veut pas dire que la cuisine devient tout simplement un steak poêlé. Non, la simplification, elle se voit dans la manière d'aborder, de décorer les plats ou dans la manière de les présenter. Je peux dire encore quelques mots et puis après j'arrête parce que je vois que ça tourne. Que en fait, la grande question qui se posait à cette époque, c'était vraiment le plat chaud. Et donc, dans un premier temps, on va décider de déposer des plats froids sur la table et servir les plats chauds à la russe. Donc, c'est ça le service mixte. Et progressivement, on va se débarrasser de cette histoire de plats froids sur la table pour vraiment servir à la russe. Et juste un dernier point, ce service à la russe qui va s'imposer durant tout le 19e siècle va ensuite, et là je laisserai la parole à Kylian sur ce sujet, va ensuite en fait être décliné en plusieurs services dans le monde professionnel, ceux qu'on appelle à la française, à l'anglaise et à la russe, ce qui va poser problème et confusion notamment encore aujourd'hui ou même dans le monde des historiens quand on regarde un peu le service à la française. Nous souvent on parle du service à la française dit à l'ancienne, alors que dans le monde professionnel, quand on parle du service à la française, c'est le service à la française avec le plat. Là où et puis le service à l'anglaise qui est au plat aussi, et le service au guéridon qui est à la russe qui est au guéridon. Donc on voit bien que cette évolution de la manière de servir les plats, de servir les mets, elle est constante, elle est toujours là, et elle continue. On est actuellement sur le service à l'assiette, mais peut-être que dans 10 ans, on servira d'une autre façon. Merci. On vient d'évoquer le service à l'assiette, je pense que ça reviendra, peut-être que Kylian va l'évoquer. On voit bien les enjeux qui sont derrière, et reprécisons aux professionnels ici présents en grande majorité qu'effectivement, il y a une acception de service à la française, à l'anglaise et à la russe qui sont des déclinaisons du service dit à la russe. Bon, j'espère que maintenant tout le monde comprend. Enfin, la confusion augmente, bien entendu, donc nous progressons. Kylian va éclairer cette confusion. Merci. Mais avant d'éclairer, c'est vrai que j'aimerais bien apporter une autre confusion. C'est derrière la terminologie du service, où depuis tout à l'heure, on évoque non seulement la temporalité, Bruno Loriot a beaucoup parlé de la notion de repas, le service c'est certes une temporalité, c'est également une notion de technique, comme a commencé de le dire Patrick Rambourg, mais c'est aussi l'acte de servir, d'être au service d'eux, d'assouvir le plaisir de quelqu'un et pourquoi pas finalement d'être asservi dans l'enjeu du service. Et c'est là où non seulement les différentes interventions amènent un éclairage, je trouve, sur cette terminologie service, mais on va rester on va passer la main sur la notion de la technique. Sur la notion de la technique, c'est vrai qu'il y a cette problématique de confusion, comme a commencé de le dire Patrick, où si on observe simplement le XXe siècle, un métier très proche de nous, dans les années 70, il y avait encore des pensions de famille qui aujourd'hui ont disparu et qui à cette époque offraient un autre type de service qui était le service plat sur table. Le plat sur table où on positionnait simplement le plat au milieu de la table et les gens servaient par eux-mêmes. Il est évident que quand il a été décliné après dans des formes de restauration commerciale, c'était aussi une différenciation entre deux mondes de restauration commerciale.
le plat sur table ou le service à la française. Donc je rappelle que le service à la française, on apporte le plat et les gens se servent par eux-mêmes, était plus destiné pour une formule de restauration traditionnelle, alors que la restauration gastronomique, elle, s'était vraiment déclinée dans les années 70-80 avec la valorisation des mets, avec la mise en excellence, avec la théâtralisation via la démonstration sur un guéridon, donc dit service à la russe, dans une lecture normalisée de professionnels comme l'ensemble des collègues qui sont en face de nous, ce qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit tout à l'heure. Le service à l'anglaise, lui, a continué encore de se présenter dans les années 80 sur ces deux formules de restauration. Petit à petit a disparu et le service à la russe a vraiment pris une place d'importance, tout simplement parce que ça permettait de mettre beaucoup plus en évidence aussi le travail du maître d'hôtel, qui par la suite, et là tout à l'heure Nicolas Drabaudy parlera beaucoup plus des chefs, qui travail du maître d'hôtel, qui dans les fins des années 80 a été effacé, si on peut dire, et par contre là c'est la parole simplement d'un jeune docteur en sciences infocom et non pas d'un historien qui n'a pas donc les sources pour pouvoir se permettre de dire cela, mais qui a quand même été effacé par le travail à l'assiette, qui était là pour mettre beaucoup plus en évidence le travail du chef et non plus, cette fois-ci, le travail du maître d'hôtel. Alors, ce qui est marrant dans cette table ronde et ce qui est agréable à entendre, c'est qu'on voit beaucoup de chefs qui laissent entendre que leur établissement a été celui qui a créé le service à l'assiette clocher dans les fin des années 80, début 90. Et merci Bruno de nous laisser entendre que le service clocher existait déjà en période médiévale. Donc, avec une cloche, rien à voir avec le serveur. Hein. Mais l'enjeu en fait de ces différentes évolutions de service a été, je pense, surtout marqué par la volonté de théâtraliser le service. Où on voit bien que le serveur, dans sa situation, dans le contexte dans lequel il est, fera évoluer sa propre représentation, car en fonction de son statut déjà, entre un simple serveur ou un directeur d'établissement, pardon Olivier Rollinger, un maître de maison, il aura naturellement un regard porté par les clients qui seront très différents. Le simple serveur qui va presser un canard au sang ou le maître d'hôtel qui va se déplacer, être à l'attention de la clientèle pendant quelques secondes pour cela, va avoir donc un ressenti de réussite très différent. Et en dehors du personnage, il y a naturellement tout le regard, l'écoute qui est porté par les clients et aussi le contexte dans lequel il est, la temporalité qu'on lui donne pour pratiquer ce service, la temporalité d'un restaurant asiatique ou d'un restaurant de bord de mer, on va vous amener une brochette flambée, n'amènera pas le même enjeu de théâtralisation, contrairement à un maître d'hôtel, un Gilles Galasso, qui va nous faire un flambage pendant 25 minutes. Donc il y a toute cette triangulation entre le contexte, le produit et l'attention qu'on porte au produit et l'individu, qui vont vraiment amener une définition de la théâtralisation très variée. Et on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, le monde de la restauration veut vraiment jouer de cet enjeu de la théâtralisation. Pour prendre un exemple concret, le flambage, qui a pendant longtemps fait parler de lui. Là, je me tourne vers les historiens, mais si je ne m'abuse, le 19e siècle a été très porté par le flambage. On a justement Gouffet qui a énormément écrit sur ce sujet. On a beaucoup d'ouvrages qui évoquent le plum pudding dès le XVIIe siècle, car le flambage viendrait donc avec des origines anglaises, où le plum pudding est cité dans différents ouvrages tels que Pellapra, qui lui souligne bien la volonté de faire ce service avec le flambage qui est fait aux yeux du client pour qu'il y ait une luminosité, pour qu'on éclaire finalement le client, que le client soit mis devant un spot, hein, finalement, qu'il soit aussi l'acteur principal de cette scénographie. Ce flambage a disparu dans la fin des années 80, complètement été obsolète dans les années 90, certainement pour des questions aussi de conditions sécuritaires, de temporalité du repas qui permettait plus de faire cette démonstration, d'eau de vie aussi qui n'était plus à la mode d'être consommée. Et on voit que grâce au biais des traiteurs ou d'autres personnes qui font un enjeu théâtral sur le service, par le biais des traiteurs, le service du flambage réapparaît. Je me permets d'utiliser beaucoup le mot théâtral, ça devient un petit peu saoulant, mais c'est vrai qu'on peut s'apercevoir qu'il y a ce serveur qui jadis était critiqué dans son côté un petit peu étriqué. On voit bien qu'il a évolué aussi, une fois de plus, dans un enjeu d'être un comédien de la salle. On peut faire une analogie avec le monde du théâtre.
où on s'aperçoit que le théâtre jadis c'était quelque chose un petit peu rébarbatif, pas toujours joyeux. Hein, et le monde du service était aussi un monde où le serveur n'avait pas toujours la banane, était dans une tenue très classifiée, très normalisée. Aujourd'hui, les restaurants qui ont pignon sur rue, tout le moins qui ont une forme de légitimité, non plus dans la normalisation qu'on entendait préalablement, sont des restaurants où le serveur a le droit d'avoir une boucle d'oreille, des cheveux longs et autres pins accrochés un petit peu partout, et une tenue qu'en notre temps, dans un autre temps, on aurait estimé négligée. Et on voit bien que finalement, du serveur classique sérieux, on est passé dans un serveur loufoque, un peu comme le monde de la comédie, hein. Du théâtre, on est passé à du cinéma loufoque, et ça nous amène finalement à nous apercevoir que même le monde du service en tant qu'humain, malgré toutes les normalisations qu'il y a pu avoir, que ce soit les premiers traités des techniques de service avec Léo Spo en 1917 et très réédité dans les années 30, avec les premières codifications de l'enjeu de la transmission, avec les premiers référentiels qui ont été créés dans les années 1950, puis énormément étoffés dans les années 80, on voit bien qu'à chaque fois, il y a eu, et là je vois Pascal Horry qui va me dire Kylian, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi? On voit bien qu'il y a eu une volonté finalement de faire évoluer ces techniques, et le pourquoi, c'est aussi en raison des situations contextuelles. J'ai évoqué tout à l'heure les notions de sécurité. On voit dans les années 80 que ces référentiels demandent à faire effacer un petit peu les techniques de savoir-faire pour demander à valoriser plus l'oralité, la commercialisation, en soulignant beaucoup plus la relation au terroir. Pourquoi? Parce qu'on était dans la préparation de la décentralisation, de la régionalisation et donc de la valorisation des produits de terroir. Et le serveur s'est retrouvé finalement pendant un temps à être un promoteur de son territoire et non plus un technicien qui est là pour valoriser un geste et un savoir-faire. Donc, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est pas obligatoirement le passé ni le présent, mais c'est à l'avenir. Quelle sera donc la volonté, dans quel sens on estimera vouloir faire évoluer ce savoir-faire du service, j'ai plus envie de dire technique, ce savoir-faire du service, où on y mêlera peut-être avec un équilibre la technique et l'oralité, ou au contraire, peut-être il y aura une notion artistique ou mathématique, philanthropique, je ne sais.